Il existe désormais à Kinshasa une école de guerre avec comme vocation de former les officiers supérieurs de l'armée et de la police appelés à travailler à des hautes fonctions dans leurs états-majors. L'année académique 2021-2022 a été lancée par le chef de l'État pour cette première promotion. Les enfants sont les principaux vecteurs du coronavirus. Nous ne pouvons donc pas reprendre les cours ce 5 janvier 2001 comme prévu. C'est en ce terme que le ministre Willy Bakonga a annoncé le report de la reprise de cours à une date ultérieure. L'informateur Modeste Bahatsi-Lukwebo croit au soutien de l'Église dans sa mission. Il est parti recevoir les bénédictions auprès du fridolin cardinal Ambongo. C'était au cours de la messe des martyrs du 4 janvier. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La République démocratique du Congo va bientôt organiser les enseignements des méthodes de planification et conduite des opérations pour les officiers de 3e degré. L'école de guerre de Kinshasa a ouvert ses portes ce mardi au cours d'une cérémonie présidée par le commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première promotion est composée de 25 officiers stagiaires, nous dit Patrick Michel Moukoui. Passage en revue du détachement d'honneur et le commandant suprême de forces armées prend place sur le podium érigé pour la circonstance. L'instant est plus qu'historique. La République démocratique du Congo voit s'ouvrir ce jour les portes de sa toute première école de guerre. Cet organisme de formation de 3e degré est la seule étape qui manquait au cycle de formation d'officiers supérieurs, a souligné le commandant général des écoles militaires. Pour cette première promotion, 25 officiers stagiaires sont retenus sur les 114 postulants issus de forces aériennes, navales et autres unités de l'armée. Dans l'esprit, l'enseignement de l'école de guerre est orienté vers la guerre. Il prépare les officiers à tenir leur emploi futur dans les opérations avec une perspective de comprendre, de préparer et de l'emporter dans les conflits actuels et à venir. La réalisation de ce projet est une concrétisation des accords militaires entre la France et la RDC signés lors du passage du ministre français des Affaires étrangères à Kinshasa. François Pougelas, son ambassadeur de France en poste à Kinshasa, a salué la volonté politique de deux chefs d'État français et congolais à asseoir une meilleure coopération militaire. À l'issue de leur formation, ces officiers seront aptes à gérer les crises qui impliquent les FARDC, aussi capables de rédiger des réformes et assumer des responsabilités dans les états-majors et autres structures de commandement de l'armée. L'idée même de créer une école de guerre de 3e niveau dans notre pays surgit de l'esprit du commandant suprême de l'ordre de l'avènement à la tête de la République, il y a aujourd'hui près de 2 ans. Décidément, le nouvel homme d'État congolais venait de faire un rêve, celui de voir naître et pousser au cœur de l'Afrique une institution élitiste capable d'assurer une formation militaire digne de répondre aux besoins de nos forces armées de la République et aux besoins des armées de pays amis. L'école de guerre de Kinshasa, située au cœur du continent, devient ainsi naturellement le berceau légitime de la formation des élites militaires régionales. Après les discours, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi descend du podium pour couper le ruban symbolique avant d'effectuer une visite guidée des bâtiments réhabilités qui serviront de locaux pour l'école en attendant l'achèvement des travaux du grand bâtiment. Cette école, dont la principale matière est l'enseignement de méthodes de planification et conduite des opérations, s'intègre désormais dans le réseau des écoles de guerre francophones. À la sortie du centre, les épouses de militaires ont ovationné le chef de l'État en reconnaissance de ses efforts à redorer l'image de l'armée congolaise et la dignité du soldat congolais, défenseur de la patrie.
Les Bleus et Blancs ne pourront pas reprendre le chemin de l'école d'ici peu. La rentrée prévue aujourd'hui a été reportée sine die. Pour cause, la courbe du coronavirus reste ascendante et expose les enfants souvent asymptomatiques. La décision de ce report a été prise après analyse de la situation sanitaire entre le comité multisectoriel et le ministère de l'EPST. Cédric Enina, Yves Kabouaba et Raphaël Sadi. Deuxième vague beaucoup plus virulente que la première. La santé des plus jeunes doit être préservée, d'autant plus que les indicateurs sont au rouge dans la lutte contre le coronavirus. Après analyse, les comités multisectoriels de lutte contre le Covid-19 et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique prennent la mesure du danger avec la courbe ascendante et décident de renvoyer à une date ultérieure la rentrée des classes prévue ce 5 janvier 2021. Après analyse et échange, nous avons vu certainement que aujourd'hui nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, reprendre le cours demain puisque la courbe est ascendante. Et vous savez, il y a beaucoup de cas, n'est-ce pas, de Covid qui sont déclarés, ça et là. Et vous savez que les enfants sont les vecteurs, n'est-ce pas, de cette maladie. Donc il faut lier la santé des enfants, la sécurité, n'est-ce pas, de la santé des enfants avec la Covid-19. Il faut vraiment réfléchir pour éviter de prendre ces risques-là, de mettre les enfants, n'est-ce pas, à cette maladie. Il faut faire un effort pour préserver la santé, n'est-ce pas, de nos enfants. Qu'en pensent les parents d'élèves? Je pense qu'en tant que parents, on peut peut-être regretter du fait que les enfants pourront être en retard. Mais au fond, c'est à propos. Parce que je suis médecin là. On voit comment l'épidémie est en train de progresser. C'est pour l'intérêt de nos enfants. La santé n'a pas de prix. J'ai des regrets. J'ai vraiment des regrets. Pourquoi les enfants n'ont pas l'entrée aujourd'hui? Je ne sais pas si on va reprendre le cours quand. Eh bien oui, les autorités n'ont pas jugé bon de faire cette rentrée à cause de la Covid. Donc il y a tout un comité sectoriel qui suit la Covid. Ils ont pensé que les cas continuaient à augmenter. Et c'est pour ça que pour freiner ces cas de Covid, ils ont préféré reporter. Moi, je suis tout à fait d'accord avec eux. En fait, c'est pour le soin de la population, c'est pour bien garder la population. Et c'est pour cela qu'ils ont fait ces reports. Pour nous, les parents, c'est une grande déception. Parce que nous investissons en nos enfants, nous avons payé tous les frais scolaires, mais arrivé à une certaine période, on nous dit que les enfants ne vont plus à l'école. Ça nous dérange beaucoup, nous les parents. Nous aurions souhaité que, lorsqu'il y a des réunions comme ça, qui concernent l'enseignement, surtout la reprise des cours, qu'on puisse également associer à ces réunions les parents pour entendre les cris, les réactions, les impressions des parents. Réduire au maximum les interactions sociales pour briser la chaîne des contaminations, c'est bien l'idéal. Contrairement aux élèves, les députés nationaux, eux, ont repris ce mardi 5 janvier 2021 le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple, une session extraordinaire ouverte par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, qui a appelé les élus du peuple à plus de tolérance mutuelle. Bernard Baudot et Sylvie Moembo. 4 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session extraordinaire. Il s'agira notamment de la poursuite de l'examen des pétitions à charge d'un membre du bureau définitif de l'Assemblée nationale, de l'élection et installation du bureau définitif de la Chambre basse du Parlement, des projets de loi de ratification et de contrôle parlementaire. Pendant la lecture de la décision convoquant cette session extraordinaire par le rapporteur Gaël Boussa, un incident malheureux se produit. Le député national Didi Manara a fait intervenir le muscle, créant ainsi un moment de trouble. Tension apaisée, la séance a repris et le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodiapwanga, a prononcé son discours de circonstances dans lesquelles il circonscrit le contexte de cette session. Appelle les députés nationaux à plus de tolérance mutuelle et rappelle au gouvernement l'urgence de pacifier les partis de la République en proie à des exactions sommaires. Je vous exhorte à préserver le même état d'esprit de paix, de justice, de respect mutuel
et de tolérance politique au cours de la présente session. Les bureaux d'âge s'engagent à collaborer à cette vérification en toute équité et en toute transparence, avec le concours des familles politiques, de tous les honorables députés, leurs partis politiques et regroupements politiques, ainsi que les groupes parlementaires. Il est donc évident que l'union sacrée a grossi et semble bien prendre contrôle de l'hémicycle. Et juste après l'ouverture de cette session extraordinaire, quelques députés ont réagi au micro de nos reporters. Regardez. La République n'a pas à s'inquiéter. Le président de la République a trouvé une situation qui était mûre et propre pour lui. La situation de Béni a trop duré. Nous soutiendrons le chef de l'État avec toutes nos énergies. Il n'y a pas à craindre les tentatives d'opposition qui se créent ici. Elles sont tellement minimes que ça ne peut pas faire bouger la République. La priorité pour nous, c'est remplacer le bureau, mais aussi faire fonctionner l'État. Pour moi, il est inconcevable que le pays se développe aussi longtemps que les animateurs des institutions ne vont pas parler le même langage. Quoi de plus normal que le président du bureau d'âge estime nécessaire que l'Assemblée puisse soutenir non seulement le président de la République, mais également le gouvernement et les autres institutions. Nous avons ouvert la session extraordinaire, les jours qui vont venir. Le programme sera connu, nous allons débattre des questions qui sont inscrites à l'ordre du jour. Tout ce qui se passe à l'est du pays, pour que la paix revienne, il faut que d'abord l'Assemblée nationale se ressaisisse d'abord. Parce qu'il y a parmi les gens de la politique congolaise qui se retrouvent dans cette histoire qui se passe à l'est du pays. Mais si on les démystifie, on les met à l'épreuve, en tout cas la paix sera à l'est du pays. Parce que je me souviens à l'époque de Mamadou Ndala, à l'époque de Mbouza Mabé, il y avait la paix. Mais pourquoi pas maintenant? Je soutiens cette politique. Le parquet de grande instance dans le Haut-Uélé n'a qu'un seul magistrat. C'est ce qui rend difficile l'administration de la justice dans une province qui compte 6 territoires. Reçu en audience ce mardi, le sénateur Jean Bakomi Togambou l'a fait savoir au Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. On le coûte au micro de Françoise Bouila et de Pompon Oumba. Foner ne fait pas assez là-bas. Déjà dans la capitale économique de la province du Haut-Uélé, nous sommes à Ouacha, la société qui paye régulièrement ce qu'elle doit payer pour ses engins et même les autres opérateurs économiques qui payent. Et c'est cette société qui entretient les routes alors que le Foner reçoit ce qu'il doit recevoir mais ne restitue pas ce qu'il faut en totalité à la province. Et ça pose un problème de développement sérieux, surtout dans le domaine des infrastructures. C'est comme ça que nous avons demandé au Premier ministre de voir un peu la question avec les autorités des Foner pour que ces fonds puissent effectivement appuyer la province dans l'entretien des routes au niveau provincial. Et nous avons également échangé sur la question qui concerne la justice, le fonctionnement de la justice. Il y a absence de magistrats, carence. Vous avez une grande province du Haut-Uélé avec 6 territoires, plus la ville d'Issiro, où au niveau du parquet des grandes instances, vous avez un seul magistrat, et qui pose un sérieux problème de fonctionnement de la justice. Le Premier ministre, d'abord par rapport à tous les problèmes que nous lui avons posés, il est très réceptif. Et il est prêt dans la mesure du possible, de voir comment nous aider à résoudre ces problèmes. La cathédrale Notre-Dame du Congo a servi de cadre à la messe en mémoire aux martyrs de l'indépendance. Modesto Bahati Lukwebo, informateur, a pris part à cette Eucharistie célébrée par Fridolin Cardinal Ambongo qui a exhorté sur l'amour du travail. Regardez. Le 4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance, 61 ans après, ne pouvait passer sous silence. Le cardinal Fridolin Ambongo a célébré une messe pour se souvenir de ceux qui ont laissé leur vie pour la recherche de l'indépendance. Sur les bancs du cathédrale, on pouvait voir des personnalités du pays, parmi elles, Modesto Bahati Lukwebo, informateur.
En bon catholique, Modeste Bahati est également venu au lendemain de sa désignation pour recevoir les bénédictions du prince de l'Église qui a axé sa prédication sur le travail pour le bien de son prochain durant cette année nouvelle. Nous sommes condamnés à travailler main dans la main pour que notre pays puisse enfin décoller et notre peuple respirer à plein poumon et vivre dignement comme il se doit. Et nous avons tous les atouts pour ça. Vous m'avez souhaité des vœux, moi aussi je vous ai réciproqué, tout en sachant que c'est un engagement. Je prierai pour chacune de vous, pour que là où il est, là où Dieu lui a confié une portion de responsabilité, qu'il puisse devenir une source d'espérance pour l'ensemble de notre peuple. De retour dans sa résidence, l'informateur Modeste Bahati a été surpris agréablement par les femmes de son regroupement politique AFDCA, conduite par sa présidente Claudine Doucy. Les mamans du parti de la OU ne sont pas venues les bras ballants. Dans leur gibecière, il y avait quelques présents, dont une vache. « 4 janvier, journée des martyrs de l'indépendance. Le ministre délégué à la défense en charge des anciens combattants est parti s'incliner devant les tombes des combattants de l'UDPS au cimetière de Kinkole. Mesdames Boyal Mangala. L'histoire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS est jonchée de beaucoup de faits. La longue période de combat de ces partis explique le nombre de victimes enregistrées sur la scène politique nationale. En 39 ans d'existence, l'UDPS a été sur tous les fronts pour exiger la restauration de la démocratie. C'est dans ce cadre que le ministre délégué à la Défense, en charge des anciens combattants, Sylvain Mutombo, s'est incliné sur la mémoire des martyrs de l'UDPS au cimetière de Kinkole et de Kintambo. Ce sont des brûlés vifs au siège de l'UDPS à la 11e rue à Limete. C'est la reconnaissance de ceux qui ont donné leur sang pour l'instauration d'un état de droit démocratique. Les amis brûlés au siège du parti étaient de fervents combattants. Et nous ne pouvons pas laisser leur mémoire en branle comme ça. Il était pour nous une obligation logique et morale pour que nous puissions honorer et parler d'eux. Le 4 janvier, on parlera des martyrs, nous les associerons aux martyrs de l'indépendance. La mobilisation pour la journée des souvenirs est une initiative du Rassemblement des démocrates tshisekédistes. Et la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a pensé aux personnes vivant avec handicap de la commune de Makala. Cette catégorie de la population a reçu les vivres dons de la Première Dame par le truchement de l'honorable Laurent Batumona, qui lui a délégué le secrétaire général adjoint de son parti pour remettre ce don. Constance Mananga. La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi offre des vivres et non-vivres aux personnes vivant avec handicap de la commune de Makala. C'est à l'occasion des fêtes de fin d'année que la première dame de la RDC compatit avec ses frères et sœurs orphelins, démunis et ceux qui vivent avec handicap. Par l'entremise de l'honorable Laurent Batumona Kandikam, élu de la circonscription électorale de Makala et actuellement directeur général de la Direction générale de la dette publique, a délégué son représentant, la personne de M. Jules Mukumbi Mukawa, pour procéder à la remise officielle de ces dons provenant de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Reçu par le président de l'Association des métiers et des formations des personnes vivant avec handicap, AMFACO, en sigle, M. Adolphe Kalala Chamala. Nous avons délégué à Maman Denise, première dame de la République. La première dame nous a envoyé, au nom de l'honorable Batumona, élu de Makala,
pour donner ces vivres aux personnes vivant avec handicap. Le président de cette structure témoigne que ces gestes ne sont pas la première fois. À titre de rappel, durant la période de la première vague de la pandémie à Covid-19, ces dernières ont été aussi assistées par la première dame de la République, Madame Denise Nyakero Tshisekedi. Avec son amour et ses pensées pieuses à toutes les personnes vivant avec handicap, n'ayant pas eu de moyens pour passer ces moments de fin d'année et de nouvel an dans les conditions de joie et de satisfaction dont les bénéficiaires présentent tous leurs remerciements à la première dame pour ces gestes louables et inoubliables. Je suis très content. Nous sommes à Makala, dans un centre de formation. J'ai reçu le bien de la première dame par l'honorable Batumona. Ce n'est pas la première fois. Pendant le confinement, elle avait pensé à nous. Je demande à la première dame de nous équiper en matériel et surtout au président de nous acheter une nouvelle parcelle pour un bon siège. Malgré leurs conditions d'inapte, ils s'organisent pour être formés en métier. Dommage, les matériels didactiques ainsi l'emplacement ou l'espace est limité, dont ils lancent un SOS aux personnes de bonne foi de leur venir en aide, tout en souhaitant d'avoir une parcelle pouvant leur servir d'un bon siège ou une représentation. La commune de Linsélé a été choisie pour une culture vivrière et l'élevage porcin afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. La première dame compte sur cette activité pour y parvenir. Son envoyé dans cette partie de la capitale, Stéphane Goya, a aussi apporté un soutien au centre médical La Grâce. Rikin Duziloer, au reportage. Soucieuse du bien-être de la population, surtout celle vivant en milieu périphérique des centres urbains, l'action Denise Nyakero Tshisekedi ADNT en sigle, avec son président national Stéphane Ngoyi Wabingelengele, se sont chargés de soutenir au nom de la première dame les ménages dévoués à l'agriculture et à l'élevage, dont l'élevage porcin et caprin dans le village Ingwe au-delà de Linsélé. Cette initiative, accueillie à bras ouverts par l'autorité coutumière, l'action Denise Nyakero est en marche dans ces villages où la grande ferme, bien implantée, attend d'être ravitaillée en bétail. Néanmoins, à vue d'œil, l'élevage des porcs avec des races améliorées importées d'Afrique du Sud et des chèvres se porte à merveille, à la grande satisfaction de la délégation qui trouve en cette œuvre une opportunité pour la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi de lutter contre la famine et de manger bio dans notre pays. Sur place, des vastes étendues, des champs pour diverses cultures, des étangs pour la pisciculture. À l'aller, la délégation s'est rendue au centre hospitalier La Grâce, où Action Denise Nyakero Tshisekedi a offert un lot de mousse au profit des malades, avec promesse d'y revenir avec forte assistance. Restons dans ce chapitre et pour redonner le sourire aux personnes vivant avec handicap en cette période de festivités, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, a remis un lot important des vivres et non-vivres à quelques centres d'hébergement des personnes vivant avec handicap à travers la ville de Kinshasa. Betty Amani. Des festivités de Noël et de Nouvel An, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, maître Irène Essambo Diatta, est allée remettre les vivres à quelques centres d'hébergement des personnes vivant avec handicap dans la ville-province Kinshasa. Il s'agit du centre d'hébergement des Kabalo, Senapek, Fira, Boma à Kintambo, Sepromefa et Phosphate. C'est lot important des vivres est composé des sacs de riz, des sémoules de maïs, des cartons de poulet, des poissons salés, des boîtes de conserve, des tomates, des bidons d'huile et des savons de ménage. Ce pour redonner les sourires à ces groupes de vulnérables en cette période festive, mais également apporter un soulagement à leur foyer. Ces dons et fruits de l'appui financier de partenaires au développement, notamment l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je suis venue en tant que leur ministre visiter et puis partager avec eux le peu que nous avons eu au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de partenaires comme l'Église des Saints des derniers jours et aussi parler avec eux parce que nous voulons commencer une nouvelle année
il faut qu'il y ait de nouvelles idées, il faut qu'on oriente les choses et c'est ce que je suis venue faire. Nul n'ignore que depuis le début de la pandémie planétaire due au Covid-19, ces vulnérables ont ressenti les effets collatéraux dans leurs activités respectives. De partout où elle est passée, l'on pouvait lire la joie immense sur les visages des bénéficiaires, signe de gratitude à l'endroit de cette défenseuse des droits des personnes vivant avec handicap, Maître Irénée Sambodiata. Parlons santé à présent. En cette deuxième vague de coronavirus, le gouvernement de la République multiplie des stratégies afin d'y faire face. À l'aéroport international de Ndjili, en provenance de l'extérieur du pays, le ministre Eteni Longondo a personnellement donné un bel exemple. Il en a profité pour sensibiliser les voyageurs aux tests de contrôle, surtout ceux qui s'obstinent. Regardez. La République démocratique du Congo étant résolument engagée à lutter efficacement contre la deuxième vague de la Covid-19, le gouvernement de la République multiplie constamment sa politique stratégique en vue d'assurer la riposte. Déjà, au niveau des aéroports et autres postes frontaliers, il s'observe le renforcement de mesures sanitaires qui s'avèrent plus que jamais indispensables, car des cas importés sont à l'origine de cette seconde vague en RDC, raison pour laquelle tout voyageur sans exception aucune provenant de l'étranger est obligatoirement soumis à un test de contrôle dès sa descente de l'avion. Le Congo, c'est un pays indépendant avec ses règles et avec ses principes, avec ses lois pour protéger les Congolais. Et moi, je ne sais pas, les gens qui viennent d'ailleurs, ils ne veulent pas se faire tester ici. On a pris cette mesure parce que le même voyageur là, le même compatriote qui vient de l'extérieur du pays, il fabrique le certificat de test négatif et on les a attrapés ici. Nous devons suivre les mesures que le président de la République a prises pour protéger la santé du peuple congolais. C'est exactement dans ce contexte précis que le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, en provenance de l'étranger, a prêché par le bel exemple en respectant les différentes étapes de cette procédure sanitaire jusqu'au prélèvement. Véritable acte de sensibilisation pour appeler la population à un sens élevé des responsabilités sur l'importance de ces mesures. Enfin, des vaccins pour mettre fin aux épidémies qui ont décimé les bêtes dans le Congo. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a visité le laboratoire vétérinaire central pour s'en rendre compte. Cédric Enina. C'est sa deuxième visite au laboratoire vétérinaire central. Et pour la seconde, le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialoussou-Kawata, a tenu à s'assurer que tout est fin prêt pour mettre fin à l'épidémie des pastéroloses et les charbons septomatiques qui a décimé plus de 100 000 bêtes dans le Congo. Des vaccins ont été produits localement dans les normes et d'autres importés de la Turquie, les cas de la pastérolose bovine. Comme vous le savez, il y a de cela 3 ans, il a été diagnostiqué qu'il y avait une épidémie, la pastérolose. En même temps, il y a aussi les charbons symptomatiques qui ne cessent de décimer nos bovins. Et nous avons fait des efforts au niveau du gouvernement avec l'instruction du chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi, et le Premier ministre Ilunga Sylvestre, de bloquer un montant qui a permis à ce que nous produisons sur place ce qui devait l'être ici, après avoir respecté toutes les procédures de passation des marchés. Le laboratoire vétérinaire central a produit les vaccins contre le charbon septomatique et nous avions aussi des fournisseurs qui ont gagné le marché, avec qui nous avons importé les vaccins contre la pastérolose qui vient donc de la Turquie et c'est arrivé, c'est ce que nous sommes venus recevoir. Maintenant nous allons nous déployer à descendre sur le terrain avec toutes nos équipes. Comme vous le remarquez, notre pays gauche beaucoup de spécialités dans ce domaine-là. Il suffit de les utiliser afin de mettre fin une fois pour toutes à cette épidémie qui a décimé plus de 100 000 bêtes dans les provinces du Congo et du Kwilu. Toutes les batteries sont donc en marche pour mener une campagne de vaccination intense et éviter la disparition des autres bêtes et les patrons de la pêche et l'élevage en première ligne dans ces combats.
Et ce communiqué du ministère des Finances, il est rappelé aux banques commerciales, à la CADECO, Régie financière, DGDA, DGI et la DGRAD et à la Banque centrale du Congo que, conformément au décret numéro 20/019 du 21 août 2020 modifiant et complétant le décret numéro 007/2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État et à l'arrêté numéro 18/CAB/Mine/Finance 2020, elles sont obligées d'utiliser le logiciel ISIS Régie à partir du 1er janvier 2021 pour les opérations d'encaissement des impôts, taxes et redevances dues au pouvoir central. Ainsi, toutes les recettes encaissées par les banques commerciales et la CADECO doivent être renseignées dans ISIS Régie au même jour de leur encaissement. Le reversement de ces recettes à la Banque centrale du Congo doit s'effectuer dans les 24 heures à travers le système national de paiement pour permettre leur comptabilité automatique au compte général du Trésor. Par conséquent, ISIS Régie étant la base des données uniques dont tous les paiements de cette recette envers l'État ne seront considérés comme réellement payés que les recettes renseignées dans ISIS Régie. Ce début d'utilisation va s'opérer en 2 phases. 1er janvier 2021, Kinshasa et les provinces pilotes, c'est-à-dire Haut-Katanga, Olomami, Congo central, Lualaba, Nord Kivu et Tanganyika. 1er juillet 2021, les autres provinces Bazuélé, Équateur, Haut-Uélé, Ituri, Kasaï oriental, Kasaï central, Kwango, Kwilu, Lomami, Maïndombe, Maniema, Mongala, Nord Ubangi, Sankuru, Sud Kivu, Nord Ubangi, Chopo et Chouapa. Ce communiqué est signé par Sélé Lagouli. Le tribunal de commerce de Kinshasa jugé incompétent dans l'affaire qui oppose la province de Lualaba à la société Tetracti, incapable d'exécuter les travaux de construction de l'aéroport de Kolwezi. C'est ce qu'on peut retenir de l'audience publique organisée aujourd'hui à Kinshasa. Joseph Oscar Mbalkaïj. L'affaire Tetractis Africa SARL et la province du Lualaba pour la construction de l'aéroport national de Kolwezi a été prise en délibéré. Une audience publique a mis face à face ce mardi 5 janvier 2021 les tribunaux de commerce de Kinshasa et les avocats conseils de la province du Lualaba pour assignation en intervention forcée dans l'affaire opposant cette province à la société Tetractis. Les documents montrent à suffisance que cette société a signé un contrat avec la République à travers la Régie des voies aériennes RVA pour la construction de l'aéroport de Kolwezi. La façon dont ça a été présenté, ça a été fait pour décrédibiliser la province, mais aussi tuer la bonne foi. Comment la province peut aider les entrepreneurs à pouvoir accéder au contrat si on a déjà des précédents comme Tetractis? Au cours de cette audience, les avocats de la province, conduits par Maître Joseph Yav Kachung, professeur des universités, ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Kinshasa dans cette affaire au regard de la loi, et ont sollicité par ailleurs que l'affaire soit prise en délibéré. Le tribunal de commerce, au regard de la loi qui l'organise, en ses articles 17 et 18, lie la compétence du tribunal de commerce et exclut ce dernier à connaître des affaires ou des contrats administratifs. Le contrat sur l'aéroport, c'est un contrat administratif. Et en conséquence, il relève du contentieux d'exécution, relève des obligations administratives. La province du Lualaba s'est fait victime de sa propre bonne foi en faisant bénéficier à l'entreprise Tetractis son accompagnement auprès du ministère national des Transports ainsi que de la RVA pour l'aboutissement heureux des travaux de réhabilitation de l'aéroport national de Kolwezi. Ainsi, la province avait décaissé la somme de 1 600 000 $ américains pour les études de faisabilité. En dépit de ces décaissements de fonds et des assurances reçues de cette entreprise à trouver du financement, une lenteur a été observée dans l'exécution des travaux. Face à cette incapacité pour préfinancer ces 10 travaux, la RVA a décidé de se désengager totalement du contrat.
Comment redynamiser le fonctionnement de la station provinciale RTNC Mai-Ndombe en 2021? Eh bien, cette question a été longuement débattue entre le directeur général de la RTNC Ernest Kabila Ilunga et le gouverneur de Mai-Ndombe Paul Mputu au cours d'une audience accordée à ce dernier, Luxon Kabala. Soucié de se mettre dans le même diapason que d'autres provinces de la République démocratique du Congo, le chef de l'exécutif provincial du Mai-Ndombe, l'ingénieur Paul Mputu Ilanga, en séjour officiel à Kinshasa, s'est entretenu avec le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Sceller la collaboration avec les gestionnaires au quotidien du média public audiovisuel et examiner d'autres aspects techniques ont constitué la toile de fond de cette séance de travail, la toute première pour cette année avec le gouverneur du Mai-Ndombe. Nous avons échangé à propos de la collaboration qui doit exister entre la RTNC et les provinces. L'année passée, il a signé un certain nombre de contrats avec certaines provinces. Il était temps aussi que le Mai-Ndombe puisse signer un contrat. Mon frère est chrétien, moi aussi je suis chrétien. Quand deux chrétiens se rencontrent, ils ne parlent que de Dieu. Donc c'est dans une ambiance tout à fait cordiale et chrétienne que nous avons pu échanger avec mon frère. Nous allons maintenant laisser le temps à nos techniciens, à nos experts de finaliser les contrats et nous allons signer un contrat de collaboration entre la province de Mai-Ndombe et la RTNC. Chez nous, il n'y a que la RTNC et les télévisions satellitaires. Donc quand il y a un problème, quand il y a une panne de la RTNC, la population est complètement coupée du reste du monde. Les programmes de la chaîne officielle, très suivis dans son entité administrative, le gouverneur des provinces du Mai-Ndombe, l'ingénieur Paul Mputu Ilanga, n'a pas caché sa satisfaction au regard de la dynamique imprégnée par le directeur général Ernest Kabila dans l'accompagnement des institutions de la République sur le plan médiatique. Quel est l'enjeu du projet de l'électrification qu'exécute la SNEL pour améliorer la desserte en énergie électrique? Une délégation de cette entreprise publique qui vient de séjourner à Luozi dans le Congo central a sensibilisé la population de ce coin sur le bien fondé de ce projet. Émile Nzuzizola, reportage. Situé sur la rive droite du fleuve Congo, au Congo central, le territoire de Luozi souffre de l'absence de desserte en électricité. Un paradoxe difficile à digérer par l'opinion né-Congo, vu la proximité du territoire de Luozi au grand site d'Inga, réputé pourtant pourvoyeur en courant électrique en République démocratique du Congo. Face à ce problème récurrent qui soumet les populations laborieuses de l'espace Manianga à la corvée de l'obscurité, une solution est en vue. Elle porte la signature du chef de l'État. Expéditif, le directeur général de la SNEL, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a dépêché illico presto une délégation à Luozi, flanquée de notables né-Congo. Question d'assurer la population locale de la concrétisation prochaine du projet d'électrification de leur contrée. Dans les soucis du président de la République, il faut d'abord avoir le développement. Quand on parle de développement, il faut d'abord l'électricité. On avait recruté une maison pour mener les études afin de nous permettre à démarrer les travaux d'électrification de Luozi. La phase d'étude est complètement terminée. On est en train de réunir les moyens. Nous allons lancer les appels d'offres pour retrouver la maison qui va réaliser les travaux. Nous voulons que tous les ressortissants de Luozi ou Congo central en général puissent y participer pour la réalisation de ce projet. Du côté de la population, être à mesure ou ayez la volonté de payer la facture qui sera émise pour rendre pérenne l'infrastructure. En somme, la présence de la délégation mixte de notables né-Congo et des cadres de la SNEL à Luozi a dissipé les malentendus suscités par des promesses politiciennes non tenues autrefois. Le scepticisme a laissé place à l'espoir. Une manière pour la SNEL et les né-Congo d'accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans sa ferme promesse de doter Luozi du courant électrique. Wait and see. Ouvert dernièrement à la circulation, les Sauts de Mouton enregistrent malheureusement des cas d'accident déjà suite à ce dérapage. Les usagers de la route, le directeur général de l'OVD, Victor Toumba, appelle les responsables de la CNPR à renforcer les signalisations et l'éclairage public. Willy Atunakova.
Amélioration des conditions sécuritaires de circulation, notamment par le renforcement des panneaux de signalisation, les marquages au sol et l'éclairage public sur les sauts des moutons, des carrefours de Kintuka Pompage, Sosimat et Mandela, placés sous la gestion de l'OVD, Office de voirie et drainage, déjà ouvert à la circulation depuis le 31 décembre dernier par le chef de l'État. Ce dossier a fait l'objet des échanges fructueux que le directeur général de cet établissement public a eu en son bureau de travail avec les responsables de la CNPR, Commission nationale de la prévention routière et les entreprises contractantes. Ingénieur Victor Tumbachikela. Il est important de souligner qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait, qui doit continuer. Comme je l'ai dit le jour de l'inauguration, en observant ce qui se passe, il y a ceux de nos compatriotes qui n'ont pas encore compris. Ceux qui ont le droit de passer sur le saute-mouton, c'est seulement le véhicule, et non pas le motard, et non pas le chariotman. Vous avez vu même une vache qui était sur le saute-mouton de Mandela. Donc c'est tous ces éléments-là que nous voulons voir comment remédier à cette situation. Il y a eu aussi des accidents sur le saute-mouton de Sosimat et celui de Bonhomme, bien que ce n'est pas sur notre gestion. La vitesse autorisée sur le saute-mouton est de 40 km à l'heure. Mais nous constatons que les usagers de la route, apparemment, ils n'ont pas encore compris. Et c'est ainsi que nous voulons voir aussi si nous pouvons améliorer davantage la signalisation horizontale pour davantage éviter qu'il y ait de problèmes sur ces ouvrages. Il faut reconnaître que c'est la première fois que nous avons ces ouvrages. Tout le monde veut monter sur ces ouvrages, même ceux qui ne sont pas autorisés. Pour sa part, le président national de la CNPR, Jean-Rémy Nganga, a insisté sur la nécessité de la poursuite du travail de sensibilisation des usagers pour l'usage à bon escient de ces importants ouvrages construits pour résoudre l'épineux problème des embouteillages, cadeau de nouvel an du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la population quinoise. Et des communiqués nécrologiques avant de boucler complètement ce journal. Le général-major Célestin Moulumba Mbote et ses enfants ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de son épouse et mère, maman Marie-Josée Ndaya Mutombo, décès survenu ce samedi 2 janvier 2021 des suites d'une courte maladie. Ce communiqué tient lieu de faire part. L'enterrement aura lieu ce mercredi 6 janvier 2021 au cimetière Sainte-Croix. Et la direction générale du service national des approvisionnements et des imprimeries, CENAPI en sigle, annonce la mort le dimanche 3 avril 2021 de son directeur général, maître Hugo Lolakalomboto. Il est mort de suite d'une courte maladie au centre médical de Kinshasa, SEMCA en sigle. La levée du corps de la morgue de la clinique Gueliema ainsi que les cérémonies de revoir se dérouleront à l'esplanade de la clinique quinoise demain mercredi 6 janvier 2021. Suivons le programme ci-après. 8h30, mise en place terminée à la clinique quinoise, 8h30, 9h15, arrivée du personnel du CENAPI, amis et connaissances du défunt, arrivée des membres de la famille du défunt, arrivée du prof Michel Bongongo et sa délégation, 9h20, 9h30, arrivée des directeurs généraux de la DGCMP et de la DGDSP et de la DGPPDB, arrivée du directeur de cabinet et des directeurs de cabinet adjoints du ministère du budget, arrivée du secrétaire général du budget, 9h40, 9h50, arrivée de leurs excellences monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget et son adjoint, 9h50 à 10h, arrivée de la dépouille mortelle du disparu, accompagnée par le directeur général adjoint du CENAPI et les membres de la famille restreinte, 10h à 10h55, lecture de la biographie du défunt, recueillement et dépôt des gerbes de fleurs, mots des circonstances, 10h55 à 11h45, culte religieux, 11h,
50, départ pour le cimetière Binteke, Nouvelle Cité, 16h, juste bain de consolation à la résidence du défunt. Et Madame Monto Oudia Dinanga, cadre à la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise, la famille Mutombantita, en la profonde douleur d'annoncer aux membres de famille, amis et connaissances le décès de leur frère, Père Mutombantita Pius Richard, survenu le mardi 29 décembre 2020 de suite d'une maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Levé du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Kinshasa Mamaemo le vendredi 8 janvier 2021 à 8h. Recueillement, inhumation au cimetière Chemin du Paradis. En attendant, le deuil se tient à son domicile, 6 avenue Boudjala numéro 100 dans la commune de Kintambo, référence lycée Boulingani. Ce communiqué tient lieu de faire part, fait à Kinshasa le 5 janvier 2021, Anto Oudiadinanga, sous-directeur. Voilà, c'est par ce communiqué nécrologique que nous bouclons complètement ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez dans la commune de la Gombe et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Très bonne suite de programme sur la chaîne nationale. Au revoir.